Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Bonsoir Tanguy. Bonsoir Émile. Nous sommes aux Utopiales pour cuisiner Ludovic de Berme pendant 1 heure et quart, dans le cadre d'un antipasti, qui est la forme d'entretien qu'on mène depuis maintenant 29 numéros, avec l'équipe de Maison Fumetti, qui fédère toute la scène illustration bande dessinée à Nantes. 29e antipasti, et un artiste qui travaille maintenant depuis un moment, et pas que dans la sphère de la bande dessinée. On va tout de suite commencer comme on a l'habitude de le faire, puisque l'antipasti se divise en 4 parties. On va d'abord parler de l'enfance, de la genèse de l'œuvre. On parlera ensuite des travaux édités. Dans une 3e partie, on abordera tout ce que Ludovic fait en périphérie de son métier d'auteur de bande dessinée. Et puis la 4e partie concernera les projets présents et à venir. Et donc on va plonger directement dans ton œuvre en commençant très tôt. Tu es né en 71 au Lilas. Tu vas grandir entre le nord de la France et Paris. La baie de Somme, exactement. La baie de Somme. C'est important parce que c'est grand le nord. Mais Tout à fait. Tu as vécu aux côtés d'une mère musicienne et prof de musique, et d'un père artiste peintre. Exactement. Qui s'appelle Claude Arthur de Berme. Qui s'appelait. Ouais. D'accord. Et certainement que ça t'a évidemment nourri ou influencé. On a retrouvé une peinture de ton père qui doit être peut-être à l'image du reste. Alors, pas du tout. Pas du tout. Mon père était une personnalité extrêmement complexe. Et moi, en fait, j'étais influencé par son travail quand je suis né, donc dans les années 70, qui était... sans qu'il le sache lui-même d'ailleurs, parce que c'est moi qui lui ai fait découvrir des années plus tard le mouvement expressionniste allemand, mais qui était hyper expressionniste et très monstrueux, très strange. Enfin, il avait une grande liberté dans la représentation j'ai envie de dire, de son intériorité. C'était un personnage qui était né en 26, il avait côtoyé des gens comme Vian ou Picasso, Delru, Le Corbusier, enfin c'est vraiment une autre époque quoi, où il y avait cette espèce d'accès comme ça. Et du coup, c'est ces peintures-là de cette époque, donc là effectivement j'aurais pu vous envoyer, ça aurait été intéressant de vous envoyer ces peintures de cette époque. Et après, je pense qu'il a été en conflit avec ce rapport au monstre, ou en tout cas cette figure monstrueuse, et il s'est mis, alors Ça c'est autour des années 94. Voilà. Et donc il s'est mis à peindre des marines, puis à faire des colombes, à faire et puis parfois il avait des retours à des trucs super bizarres, mais c'était comme un conflit intérieur et permanent comme ça entre ce qu'il a, j'ai envie de dire son intériorité qui ne demandait qu'à s'exprimer et ce qu'il s'autorisait à montrer. Tu évoques justement ton père dans l'atelier. Au tout début de ton 2e il dessinait livre. Aussi beaucoup de femmes à poil. Voilà. Et justement, là, dans l'udologie, dont on parlera par la suite, tu viens le voir dans son atelier pour apprendre à dessiner des visages, mais en fait, tu veux dessiner des femmes à poil. C'est possible. C'est en tous les cas ce qu'on verra dans la séquence sur l'udologie. Tu nous as envoyé cette photo, qui est justement une vue de cette maison dans la baie de Somme. Exactement, qui est sur le point de s'effondrer, parce que c'est vraiment, comme vous pouvez le constater, très proche du bord de... C'est là où j'ai grandi. Une partie de mon enfance, parce que mon père était prof de dessin au Beaux-Arts de Saint-Ouen, et ma mère était prof de musique, et du coup, en fait, 4 mois et demi quasiment dans l'année, on était là, et en fait, Paris, pour moi, c'était une espèce de truc off, ça ne m'intéressait absolument pas, jusqu'à mes 15-16 ans, où j'ai commencé à découvrir les filles. Paris me semblait beaucoup plus attractif que ce littoral absolument désert. Mais jusqu'ici, alors là, on ne se rend pas compte, donc il y a vraiment la mer comme ça en plein, en face il y a l'Angleterre, et de l'autre côté, il y a les bois en fait.
C'est une espèce de forêt fermée. En fait, mes parents me laissaient... ça, c'est une vue du jardin, c'est la totale. Et donc là, on ne se rend pas compte, mais vraiment, il y a vraiment la forêt qui jouxte cette maison et dans laquelle mes parents me laissaient du matin au soir, excepté le midi, ils me demandaient juste de rentrer le midi et le soir. Et ça a été, je pense, vraiment très important pour moi comme espèce de moment assez idéal dans la nature. J'avais un pote et puis on était vraiment livrés entre la mer et les bois en permanence. Tout en ayant cette idée que Paris, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas dans ma tête. Et le fait est que l'atmosphère à la maison n'était pas top et que je pense que ça a d'autant plus amplifié ce sentiment de liberté de nature, enfin en tout cas de liberté liée à la nature. On retrouve justement cette photo-là que tu nous as envoyée dans Ludologie et une bande dessinée qui est chouette, justement, où tu dis à quel point tu aimais être là-bas et à quel point tu étais rempli d'une mélancolie incroyable lorsque tu revenais à Paris. On verra ça par la suite. Je crois que vers 5-6 ans, c'est la première fois, en rentrant, j'ai demandé à ma mère si c'était ça la nostalgie, cette sensation découverte de ce qui est perdu. On a décidé de les mettre dans le diaporama dès le début, parce que c'est ton enfance aussi, on va la retrouver beaucoup dans ton œuvre après. Donc, Oui, ces falaises-là. Les fameuses falaises en question, très, très blanches, très calcaires, là, pour le coup. Ouais, c'est du vrai calcaire qui s'effrite. On les retrouve dès la couverture de Ludologie, qui est ton deuxième livre. Hein. C'était juste pour dire que il y a certains motifs qui sont récurrents dans ton travail, malgré des narrations, des dramaturgies qui sont très différentes. Alors ça, c'est vraiment un motif, comment dire, plus même une obsession, parce que j'en rêve quasiment toutes les nuits de ces falaises. En général, la mer monte. On a quoi, à 70 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais on rêve la mer monte en haut et commence à envahir la maison. Enfin, ça fait partie des choses. Parfois, j'essaye de m'envoler, d'aller jusqu'à l'Angleterre, mais j'y arrive pas. Enfin, il y a des thèmes comme ça. Dans Céphalus, c'est-à-dire ma première bande dessinée chez Cornelius, ça a commencé par... On va voir ces pages, justement. Non, je dis rien. Où l'homme saute de ces falaises. Alors là, c'est marrant parce que tu nous as envoyé, quand on demande aux artistes de nous envoyer des dessins qu'ils réalisaient quand ils étaient enfants, et tu en as retrouvé 2, et c'est marrant parce que ces 2 dessins sont en lien direct avec ce que tu racontes là, lorsque tu fais tes premières bandes dessinées auprès de ta grand-mère. Tu inventes un personnage qui s'appelle Spirum. Spirum qui part en mission. Et voilà les pages donc de Spirum petit. Quand il était petit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en bas, il y a quand même écrit par Ludovic Deber, mais ensuite il y a marqué RG. Qui devait faire les couleurs ou quelque chose de store. Oui, scénarisait peut-être. Ouais. Second rôle, quoi. Alors qu'est-ce qui se passe dans les aventures de Spirum? Alors, c'est moins ce qui lui arrive que sa coupe de cheveux qui était en jeu dans Spirum. Donc Spirum, Spirou, hein, vous avez bien saisi l'analogie. J'avais un double problème, c'était à la fois ne pas faire totalement référence à Spirou et à Tintin. Il y a comme ça un double truc comme ça, RG, Spirum, là dans les deux. Donc il a une espèce de houppette à la Tintin, mais il s'appelle Spirum. Vous voyez, et pas Spirou, mais Spirum. Et d'ailleurs, j'avais fait ensuite un club de fusées, parce que je faisais des fusées qui allaient très haut, comme ça. Bref, ça s'appelait la Spire 2000. Et un pote m'a dit, mais ça fait un peu aspirateur, la Spire 2000. Et c'est aussi là que c'est triste, où j'ai réalisé que Spirum, il y avait rhume dedans. C'était un peu... Mais là, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Alors tu racontes ça justement dans une page que tu as réalisée pour Spirou il y a quelques années. C'est cette page-là, où on voit à la fin de cette page ton père qui dit « Spirum, c'est une plume de médicament contre le rhume. » Après ça, j'ai abandonné mon héros Spirum et son nom malade. Mais quelques années après, j'ai fait un club de fusées et il s'appelait Spire 2000, effectivement. Ça, ce sont des images tirées d'un
récit en bande dessinée que tu fais certainement plus tard. Tu es adolescent à ce moment-là, tu es étudiant. Là, je pense que je suis au lycée, j'ai 16-17 ans, et je pense que c'est vraiment après avoir découvert Will Eisner et ce grand dessinateur voilà. Américain. Non, un Français qui a improvisé, qui était connu pour avoir improvisé ses bandes dessinées, quoi, un des premiers. Guy Dragon. Forest. Et je sais pas, ce rapport entre improvisation, liberté de la mise en page m'a super marqué. Et voilà. Il y a effectivement, il y a déjà l'absence de cases, et puis les bulles ne sont plus vraiment lisibles. Ce sont des textes off. Et c'est un trait commun qu'on va retrouver dans nombre de tes bandes dessinées par la suite. Une certaine innocence. On a déjà un motif qui reviendra assez souvent dans ton travail, un homme qui saute dans le vide, et des vues du ciel, parcourt un paysage vu de haut, de traits communs à nombre de tes récits. Concernant l'enfance, est-ce que tu avais d'autres questions? Non, du coup, on est passé vite de Spirou au premier fanzine. Du coup, est-ce que tu as fait des études artistiques? J'ai fait un lycée option art plastique, c'est-à-dire qu'il y avait l'histoire de l'art, j'avais 9 heures quand même d'art plastique, et puis ensuite j'ai fait la maîtrise, qu'on appelle maintenant un master en art plastique. Voilà, c'est une annexe de la Sorbonne. Autant dire qu'à l'époque c'était vraiment art contemporain, mais la frange dure de l'art contemporain, enfin, en tout cas les profs. Donc on était vraiment que art conceptuel. Quand je dis art conceptuel, c'est vraiment art conceptuel, c'est-à-dire on dessine pas, on peint pas. Et body art. J'avais un prof assez génial qui s'appelait Michel Journiac, pour ceux qui connaissent. Voilà. Il a entre autres fait des hosties de son propre sang. Du boudin avec son sang. Il a fait ça, parmi des trucs les plus trash, mais enfin. C'est un personnage, voilà, c'est intéressant, mais après c'était violent en fait pour moi parce que j'arrivais avec l'idée, à cette époque j'avais vraiment arrêté la BD, je faisais que de la peinture, et je pense qu'effectivement j'étais dans un truc d'ado expressionniste, klimtien, chilien, Egon Schiele, un truc comme ça, quoi, assez indigeste. Mais je suis arrivé là, on m'a dit mais attends mec, en fait la peinture, ça n'existe plus. Ouais. Et puis je pense que moi je manquais vraiment d'une vision plus large qui m'aurait permis de voir que non, la peinture même contemporaine existait ailleurs que dans cette microsphère. Et je me suis laissé avoir, mais après c'était violent, c'est-à-dire que je me souviens d'un premier cours de sculpture comme ça, tout le monde, on ouvre la porte de... le prof qui s'appelait Com Mostaert, qui est un type assez impressionnant, ouvre la porte du local avec tous les outils et dit allez vous servir, quoi. Donc, les gens prennent des clous, les gens prennent des bouts de bois, machin, etc. Donc il y en a un qui commence à faire un tas de clous. Donc le premier cours, ils ont 18 ans, quoi. Ils prennent un tas de clous, l'autre machin, etc. Le prof passe. Puis moi, entêté dans mon truc de la figuration, je fais une espèce de tête un peu façon Daumier, enfin un truc effectivement qui devait avoir pas beaucoup d'intérêt. Et le prof vient et dit ah tu devrais essayer cet outil. Puis il vient avec une truelle et il m'explose le truc, quoi. Et là, je me dis, bon, alors, soit je me casse, et je me dis, bon, je vais le refaire, quoi, genre, têtu, je refais le truc, quoi. Le mec, ça le perturbe, il m'appelait D'Artagnan, alors, peut-être qu'il mettra les photos, mais ça se voit pas, mais j'avais des cheveux. Et il me dit, D'Artagnan, c'est pas possible, tu peux plus faire ça, ça n'existe plus. Et bref, c'était très violent. Et le cours d'après, je lui ai fait croire que j'étais un grand musicien de jazz. C'était ma première, une mythologie pianiste de jazz, parce que j'avais compris que le mec était fan des pianistes de jazz, ce qui m'a valu une certaine estime. Malgré le fait que je dessinais de la merde pour lui. Donc c'est une période où tu expérimentes d'autres formes que le dessin et la narration. Voilà, c'est période en fait où c'est la seule période de ma vie, parce que à ce moment-là, en même temps je pense que c'est un moment très décisif, parce que ça veut bien dire que c'est hyper décisif.
Non, mais disons que moi j'étais un dessinateur compulsif, comme beaucoup de dessinateurs. Je passais mon temps à dessiner, je dessinais en cours, je dessinais tout le temps. C'était une obsession, quoi. Enfin, vraiment, j'avais ce truc que je reconnais parfois encore chez certains dessinateurs, de ne pas lâcher son crayon. Et puis, donc là, j'arrête de dessiner, je suis dégoûté, je me dis, en fait, t'es vraiment un gros naze, laisse tomber. En plus, mon père me disait, à peu près, tu n'es pas un peintre, et laisse tomber aussi. Donc, ça faisait beaucoup. Et là, je me mets à faire de la guitare à fond. J'avais abandonné ma mère voulait que je fasse du piano, tout ça. Ce que j'aimais, c'était improviser. Donc, je me suis mis à faire du jazz. J'ai appris en autodidacte. Et puis, en fait, assez rapidement, j'étais pas trop mauvais. Donc, en fait, je commençais à rejoindre des groupes à l'époque, c'était le jazz manouche. Mais c'était vraiment bien avant que ce soit à la mode. Personne ne jouait, c'était hyper ringard. Personne n'a pas avec les filles, c'était pas du tout le bon truc. On était plutôt dans le troisième âge. Un peu misogyne de dire ça comme ça, je suis désolé, mais en tout cas, carrément. C'était carrément, mais je l'assume parce que c'était quand même, sans dire que la musique pour moi je l'ai pas vraiment vécu du côté, voilà, enfin, c'était pas cet aspect-là qui m'intéressait, c'était juste en fait, il y avait un truc qui se passait en live avec les gens, c'était hyper vivant, de partage, d'adrénaline, etc. Et que le dessin à côté, c'est différé. C'est différé, et puis ça paraît vraiment très austère, quoi. Il y a ce rapport-là. Donc en fait, j'ai mis presque tout. Là, j'ai arrêté de dessiner presque pendant 3 ans. J'exagère peut-être un peu, mais pas loin. Et vraiment, je suis revenu au dessin, mais d'une manière très différente. Et j'ai perdu complètement cette obsessionnalité compulsive, quoi, enfin, que j'ai avec la musique, par contre. Donc tu sors de ces études et assez rapidement, tu deviens illustrateur pour le domaine éditorial. Alors, oui, il faut imaginer que donc, à la fin de ce master, que je n'ai pas terminé tout à fait d'ailleurs. Tu as fait, du coup, j'ai fait 5 ans. 5 ans, je sais pas ce que j'ai foutu. Je fumais beaucoup, mais pas de grand chose. Non, mais il faut vraiment imaginer. Je sais pas comment c'est la fac actuellement, mais c'était. Moi, j'avais une très haute opinion de ce qu'était l'illustration. C'était vraiment pour moi. Puis j'avais en tête comme ça les grands illustrateurs américains. Voilà, qui avaient, puis pas que, mais j'avais aussi des gens comme Brad Holland, je ne sais pas si vous voyez, c'est un mec qui a gagné, enfin aux États-Unis, c'est une espèce de star qui a gagné tous les awards d'illustration et qui a influencé à peu près en fait, tous les illustrateurs, même français, qui le savent pas. En fait, c'est un type qui a réussi à faire, qui est un peu inspiré de Topor, mais qui a une technique picturale, et c'est vrai que ces images fonctionnent en dehors du thème, en dehors du sujet. Elles sont autonomes, il y a cette autonomie, elles ont une grande simplicité, une espèce de force. Et moi, n'ayant pas fait d'école d'illustration, en fait, je me suis cherché des guides. Et certainement la raison pour laquelle j'ai pas fait de peinture, ou j'ai arrêté la peinture à ce moment-là, c'est que mon père était peintre. C'était tellement compliqué que finalement l'illustration, c'était voilà ce qui. Sauf que je me suis confronté aussi avec ce rapport à la commande, à la censure, toute cette problématique que je vivais hyper mal. Enfin, je sais qu'il y a des illustrateurs qui le vivent bien. Maintenant, je le vis mieux. À l'époque, c'était super violent. Je refaisais 15 fois les trucs, les gens choisissaient toujours le premier. Enfin, tu parlais de Topor, alors la relation peut se faire là, avec cette première bande dessinée publiée. Alors c'est un récit court publié dans un recueil de 2000 pages par l'association, qui s'appelait Comics 2000. J'en ai fait que 7. Qui était apparu au tournant des années 2000 justement. Tu as 7 pages effectivement dedans, mais ça fait partie des choses qui moi m'ont marqué quand j'ai le livre entre les mains. Non mais ça faisait partie des bandes dessinées qui étaient les plus fouillées, les plus travaillées dans l'idée d'un dessin un peu gravure, d'un dessin un peu tourné à la fois vers les gestes anciens, mais avec un propos qui lui était tout à fait contemporain. Alors on va regarder ces pages. Ça a quand même marqué les esprits, hein, cette affaire. Et celles et ceux qui ont eu ce livre entre les mains à ce moment-là ont bien vu un auteur en devenir là. Là, tu t'intéressais déjà à la bande dessinée indépendante, parce que du coup là c'est pour lire l'association. Toute l'histoire, c'est que moi, de fait, comme j'étais pas dans la bande dessinée, j'étais dans la peinture, l'illustration, j'ai vraiment loupé ce tournant de l'association, de Cornelius, de ces éditeurs indépendants et de ces auteurs qui travaillaient sur d'autres thématiques avec une vraie liberté graphique. Et moi, tout ce que je voyais, c'était de l'heroic fantasy à la Fnac, quoi. Enfin, c'était ma vision de la bande dessinée. Et là, c'est Placide,
Ok. le dessinateur plastique, qui est venu me caster, qui connaissait mes illustrations, qui était aussi illustrateur. Il m'a dit, ouais, Comment tu as rencontré Placide du coup? Alors, comment j'ai rencontré Placide? À l'époque, j'avais un ami qui m'a vraiment guidé dans l'illustration, Alexis Lemoine, illustrateur. Et puis voilà, qui connaissait toute cette bande et puis qui connaissait tout le monde, en fait, ce type. Et on s'est rencontrés à l'école. Le mec était assez hallucinant. Il était habillé fin 19e à 16 ans avec des cols jabot, tout ça, et des cannes et des bagues. Il était très beau. Et il connaissait vraiment tout le monde, quoi. Il m'a fait rencontrer Nicolet, Kélec, vraiment toute une époque. Et donc voilà, bref, Placide me propose de participer à l'aventure. Et moi je me dis, c'est l'occasion de faire des pages en me remettant la bande dessinée, mais en ayant aussi ce rapport illustratif en tête, ce qui je pense a donné peut-être ce côté, comme tu disais, peut-être un peu plus travaillé. Et puis après, c'est aussi mes influences anciennes. Et alors, pour la petite histoire, j'aurais dû, moi j'ai amené en même temps, c'est David B qui a reçu les pages. Et j'ai un des fondateurs de l'association. Voilà, David B, qui est aussi un grand auteur de bande dessinée. Et je lui amène ça et une bande dessinée que j'avais faite quand même, de 80 pages, de La Femme Pirate, un truc qui avait été publié. Entre deux peintures, quoi, j'avais fait ce truc là pendant l'été, mais qui était super dépouillé, quoi. C'était vraiment un très 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 simple, plus proche de ce que j'ai fait justement plus tard pour Céphalus ou d'autres trucs. Et en fait, David B reçoit ça et me dit, ah mais c'est super, on le publie, quoi. Et en fait, c'était compliqué parce que Jean-Christophe Menu aimait beaucoup les pages plus fouillées. Et il dit, ah, j'aime bien ton truc, mais bon, enfin, ça traînait. Et puis entre-temps, Charles Berberian, dessinateur de bande dessinée, voit des dessins, m'appelle, je viens chez lui, il dirigeait une collection à l'époque, je ne sais plus chez quel éditeur. Et en voyant, j'avais fait aussi tout un truc que j'ai publié plus tard qui s'appelle Mes ailes d'homme, Cruera. Voilà, vous allez voir. Du coup, en fait, comment ça se passe là? De l'association, tu passes à Cornelius pour ton premier à cette époque-là, livre. en plus, je passais vraiment. L'association, je crois, faisait des fêtes tous les jeudis soirs, qui étaient très sympathiques. Et moi, j'y allais surtout pour jouer de la musique, et puis voilà, c'était cool. Et puis un jour, donc, je suis chez Charles Berberian qui regarde mes dessins et qui me dit, ah, mais vraiment, il faut que je te présente à quelqu'un. Et en fait, on descend quelques étages, et juste en dessous, là, je rentre chez un éditeur qui était Cornelius, que je ne connaissais pas. Et parce que Charles a son atelier juste au-dessus. Et donc là, je rencontre Jean-Louis Gauthier de l'édition Cornelius, et puis j'avais même amené des peintures, tout ça. Donc il regarde l'ensemble de mon boulot. Et puis il voit aussi ces pages de BD que j'ai faites, La Femme Pirate. Et il me dit, je pense qu'il était assez malin, et il m'a dit, ah, si tu veux, on te les publie, mais je pense que tu as évolué, et peut-être que tu pourrais faire un truc un peu plus personnel. Mais si tu veux, on te les publie, quoi. Mais en même temps, si tu veux, on ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et donc, ce sera Céphalus. Et du coup, c'est Céphalus, voilà. Céphalus qui est alors à la fois beaucoup plus épuré, effectivement, que ce qu'on vient de voir dans Comics 2000, mais il y a des pages qui sont, elles aussi, très, très grattées. C'est vrai. Ça commence, comme tu le disais tout à l'heure, du coup, au bord de la falaise. Parce que c'est important de dire, oui, que là, vraiment, sur toute cette période, et peut-être même encore un peu maintenant, mais quand je commence ces cases, je sais vraiment pas où je vais, comme ce personnage, quoi. Alors, la plupart de tes scénarios sont effectivement improvisés, tu suis tes personnages, tu les fais évoluer, à part peut-être dans Epiphania, dont on parlera tout à l'heure, qui procède d'une autre manière. Tu sais même pas le nombre de pages que tu vas faire? Ah non, je sais rien du tout, je sais juste que j'ai dit à Jean-Louis, j'ai envie de faire un truc sans crayonner, qui soit donc directement, voilà, parce que souvent dans la bande dessinée, on fait un crayonné, ensuite on encre, même en réalité on fait un scénario, un découpage, il y a un processus qui, vraiment de manière académique, qui peut être assez long, et là vraiment je voulais me défaire de tout ça, c'était comme une espèce d'antidote par rapport à ce moment-là, je faisais une illustration, j'étais pris dans la commande et j'en pouvais vraiment plus, et je lui avais dit, voilà, moi par exemple, la liberté du Pratt, j'avais ça en tête en fait, et en même temps, ce qui était étonnant, c'est que je découvrais vraiment en novice. Enfin, j'avais entre-temps, j'avais rencontré Johan Sarr, j'avais rencontré les gens de l'assaut qui traînaient à l'assaut. J'avais découvert comme un peu ce que c'était que ces éditions, mais j'avais pas fait une énorme boulette, quoi. J'arrive chez Cornelius, qui est, on peut dire, l'éditeur principal de Robert Crumb, un éminent dessinateur de l'underground américain. Et excusez-moi, je suis troublé par
Et bref, et je leur dis ah ouais mais je connais vous publiez tel bouquin de Crumb, sauf que j'étais tombé sur le bouquin qu'ils n'avaient pas publié quoi. Et donc vraiment je connaissais pas vraiment ce truc-là, donc Céphallus c'était aussi l'occasion d'une nouvelle liberté aussi de découvrir tout un mouvement. Alors on en parlait en juin dernier avec Nicole qui a aussi fait son premier livre chez Cornelius, dans le même état d'esprit, sans crayonner, sans savoir où il allait. Donc il y a oui, c'est 3 tout à fait. Il y a chez Cornelius et Jean-Louis Gottet, du coup, l'idée de publier effectivement des auteurs comme Crumb, comme Close par la suite, et comme Burns, et donc des auteurs américains, mais aussi de parier sur de jeunes auteurs qui vont réaliser leur première œuvre. Alors, Céphallus, c'est l'histoire d'un homme qui saute du coup dans le vide. Pour la petite histoire, oui, on revient en arrière. L'image, celle-ci, là, les Inrecuptibles l'ont mis en première page, quoi, en couve. Couverture. Alors, c'était pas en pleine couve, mais ça prenait vraiment, parce que ça avait été prépublié dans les Inrocks. Et donc, ils avaient quand même pris, et ils se sont fait censurer par, je sais plus quel comité. Enfin, ça a été assez vénère pour eux, ils ont dû payer tout. Il a fallu faire couler les Inrocks. Ça aurait été bien. Dit-il. Alors, oui, j'étais en train de dire, en fait, l'histoire commence avec cet homme qui saute du bord de la falaise, et puis, en fait, plutôt que de s'échouer lamentablement au sol, il va vivre une espèce de voyage psychédélique et faire la rencontre de tout un tas de personnages. On sent évidemment l'idée que tu essayes de te surprendre toi-même pour surprendre le lecteur, la lectrice. On a vraiment cette part d'improvisation, des moments où... Alors maintenant c'est hyper connu, hein, Jackie et Michel, le site amateur, porno, quoi. Mais moi, à l'époque, franchement, c'était pas connu et c'était super amateur. Et, ça, c'est la page juste d'avant. Là. Voilà, donc là, c'était j'étais fasciné, j'ai passé des heures à regarder Jackie et Michel et ils sont rentrés dans l'intérieur des gens avec leur déco. Des fois, il y avait le truc du môme qui restait dans le coin. Enfin, toi, tu appelles ça des soirées Tub Control? Tub Control, mais alors ça c'était une blague parce qu'à l'époque à Paris il y avait une soirée qui s'appelait Clip Control, qui était au Pulp, et donc c'était une soirée lesbienne, et je crois que voilà, Tub Control. Je pense juste pour dire sur cette figure du double, je sais pas si je sais pas si vous l'avez, mais en fait j'avais fait donc juste avant, c'est ça qu'avait vu Charles Berberian aux éditions Nathan, un Dr Jekyll et Mr Hyde, qui était mon premier livre illustré. C'est-à-dire quand on est illustrateur pour la presse de commande, en fait on fait des milliers d'images. Enfin, je dis vraiment, quand je dis des milliers, je suis en dessous du truc, quoi. C'est délirant le nombre d'images que j'ai faites pour rien, en fait. Et donc le premier livre illustré, même si c'était sur le texte enfin pas mon texte, quoi, d'un auteur, Stevenson, c'est important, c'est quelque chose qui reste en théorie. Et la couverture, c'était une double tête comme ça, mais bon, peinte à l'huile, assez mystérieuse, qui avait été très très difficile à faire accepter. C'est-à-dire que, alors vraiment pourtant à l'intérieur, il y avait des trucs assez, des bocaux avec des trucs, enfin des espèces de bébés hybrides, des trucs chelous, mais cette couverture, qui pourtant était beaucoup plus poétique que figurative et représentative, en fait, leur posait un vrai problème. Et en fait, j'ai carrément dû dire, ok, si vous la mettez pas, je fais pas le bouquin. Donc le bouquin a été publié comme ça, mais les gens ont vraiment un problème avec cette couve. Et par exemple, dans la version brésilienne, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ils ont pris une autre image qui représente un docteur devant justement des bocaux où on voit le double, mais enfermé dans un truc plus représentatif. Et donc cette figure du double, en fait, je l'ai reprise, quoi, comme quoi. Donc c'était avant Céphallus, du coup. C'est avant Céphallus. Okay. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, là où je me sentais prisonnier dans ce rapport à l'illustration et finalement à l'univers de l'autre, parce que c'est l'endroit en tant qu'illustrateur où on rencontre, on essaye de faire se connecter, se rencontrer son propre univers et l'univers de l'auteur, avec plus ou moins de liberté, etc. Finalement, j'en ai quand même retiré cette figure qui va rester de ce double, de cet être à deux têtes, mais aussi de cet hybride. Tu utilises souvent, de toute façon, dans ton travail, effectivement, des choses que tu vis, que tu rencontres, enfin des gens que tu rencontres. Du coup, ça m'étonne pas du tout là que tu aies fait de cette figure double là le personnage principal de ce récit.
Du coup, on revient sur ludologie. Tu dis l'enfant que tu étais, l'adolescent absolument... comment dire, ouais, voilà, c'est ça. Tu peux. Tu n'y vas pas de main morte là avec toi-même. Alors il y a effectivement ces moments où on te voit enfant qui permettent d'équilibrer avec le personnage absolument odieux que tu as pu être certainement quand tu étais adolescent, et tu t'exposes de cette manière-là. Tu y vas carrément. Ton rapport avec les autres à une certaine époque avait l'air d'être conflictuel. C'est simple, hein, dans la classe on m'appelait le pervers, enfin les filles, voilà. Après je l'avais un peu cherché en même temps, quoi. C'est toute ma frustration de puceau qui était en jeu. Non, ça c'est des années sombres vraiment de mon adolescence, quoi. Je sais pas quoi dire là-dessus. Non, bah, on n'est pas obligé, on peut regarder juste les images avec ce premier rêve érotique. C'est ultra intéressant, mais c'est vrai, voilà, déjà là on voit la découverte de la masturbation et de la possibilité, et ce qui n'est pas rien, de créer des figurines masturbatoires, espèce de petits totems représentant les filles. Donc quand même un super pouvoir de dessinateur. Bon, alors, autant dire complètement effacé par actuellement, je veux dire, le pouvoir de l'image porno est tellement puissant qu'un dessin à côté, je sais pas si Manara ça fait encore, ça excite encore beaucoup de gens, oui un petit peu, mais je veux dire, je pense que si vraiment les gens ont envie de se branler, ils ne vont pas chercher Manara, pardon, alors là s'il y avait des enfants, pardon, désolé. Ok, désolé, j'arrête les trucs. On passe à l'adolescence rapidement. Je n'ai pas vu, ils sont venus après. Désolé les amis. Bon, comme tu n'y vas pas de main morte, et puis qu'on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, on va pouvoir vous montrer des images peut-être plus directes, tes premiers émois amoureux, tes premières rencontres. Ils se branlent déjà, et te voilà, en jeune branleur, justement. Voilà. Non, alors, tu as quel âge là? Non, là j'ai déjà couché avec une fille. Non mais c'est important parce que c'est quand même... Je suis passé du statut de pervers... ah oui, là tu avais les cheveux courts. Ouais, j'avais des cheveux courts. Donc il a fallu que les cheveux poussent. Champignons, j'avais des fûts revers bande dessinée. Ma maman m'avait pas acheté les vrais Doc Martens, mais des fausses Doc, enfin bref. Et ça c'est la fac. Donc là je découvre la liberté. Tu es même hérodancer à ce moment-là. Alors explique-nous ce que c'est qu'être hérodancer dans le Paris des années 90. Alors hérodancer. En fait, donc j'avais vaguement... Alors, à l'époque, je jouais pas encore de guitare. J'avais abandonné le piano, je m'étais mis à l'harmonica, mais j'étais hyper nul. Et j'étais donc avec un groupe de potes qui étaient des rockers, quoi. Enfin, ils faisaient une espèce de... Enfin, c'était une espèce de mélange entre, je sais pas, le Velvet et Parliament. Enfin, je sais pas si vous voyez, une espèce de truc assez improbable. Et moi, j'étais le performeur un peu sur scène. Et donc, là, c'est une soirée au Gibus. Je sais pas si vous... Ouais, c'est une espèce de boîte parisienne, mais à l'époque c'était un peu mal famé, c'était un peu la mafia. Et donc voilà, mon rôle, j'étais vraiment en transe. Hein. Vraiment j'étais parti, quoi, et je me peignais des bites, c'était un peu drôle, mais voilà mais ça m'avait valu. Pourquoi c'est que du coup j'avais eu une carte Hero Dancer, et j'avais le droit, et du coup on faisait des trucs, j'avais une carte au Rex, j'avais une carte au Palace, tout Palladium. Héros comme érotique ou héros comme le héros Héros, quoi. H-E-R-O. Comme un super-héros. Hero. Un super-héros. Et donc voilà, j'ai passé ma vie en boîte de nuit, quoi. C'était faire le héros dancer. Quel regard tu portes maintenant sur ce livre qui dit quand même beaucoup de choses qui peuvent t'apparaître un peu... c'est assez impudique en fait, l'idéologie. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Est-ce que tu le regardes avec amusement? Est-ce que... Je pense qu'à l'époque, moi, donc c'est vraiment cette découverte en même temps que... Je l'ai fait quasiment en même temps que Céphalus, c'est-à-dire qu'à la moitié de Céphalus, je me suis arrêté pour faire l'idéologie. Il y avait un contrepoint entre cet univers très onirique et très fantasmatique, psychanalytique de Céphalus, et puis là, quelque chose de plus réel, et c'est comme si l'un et l'autre se regardaient. Moi, je venais de découvrir Julie Doucet, donc une artiste canadienne qui a travaillé sur l'autobiographie, Jean-Christophe Menu. C'était une vraie période où les auteurs, effectivement, racontaient leur parcours. Et puis j'étais quand même fan depuis l'âge de 15 ans de Crumb. Donc il y avait vraiment énormément
Créon qui a été très impudique lui aussi sur sa vie avec les femmes, Donc, qui s'est montré dans ses travers les plus sombres. Donc l'idée c'était, moi ce que je vois maintenant de ça, c'est que en fait après ce livre, je me suis dit en fait je veux pas faire d'autobiographie, dans le sens où c'est pas le problème avec la pudeur, l'impudeur ou quoi. De toute façon l'impudeur c'est aussi une façon de se mettre en scène, hein. C'est pas, je veux dire, faut pas, voilà, c'est pas, c'est très égo-trippé quoi qu'il en soit, mais en le relisant, je vois quand même qu'il y a des choses de tendresse, de sentiments. Cette page est très belle, là, justement. Voilà. Et cette page, normalement, annonce, en fait, c'est le moment où je réalise que les angoisses que ma mère qui étaient perçues comme des maladies, quoi. Enfin, on mettait pas le mot angoisse dessus, c'était soigné, j'allais voir des milliers de médecins, etc. C'est le moment où je crois que je vais avoir 21 ans, 2 ou 3 médecins de nuit viennent à la suite. Il y en a même qui fait une piqûre de Valium, etc. Je me réveille encore, c'est pire. Et il y a 2 médecins qui me disent mais vraiment vous devriez peut-être penser à faire une psychanalyse. Je pense que c'est des angoisses. C'est la première fois. Et je termine cette soirée, enfin cette nuit, et ça m'apaise d'ailleurs, en me disant j'ai peur que mon père meure. Et c'est comme ça que se termine cette bande dessinée qui devait être continuée. Il devait y avoir un Ludologie 2 qui racontait, parce qu'après en fait je suis allé voir un psy derrière, j'ai fait quand même 15 ans de psychanalyse, et puis après j'ai recommencé, mais je veux dire, c'était un vrai début de quelque chose, c'était une vraie transformation, et je voulais raconter ça. Et en fait, ça m'est vraiment tombé des mains, dans le sens où l'idée de me représenter déjà plastiquement me posait un problème, c'est que j'étais en permanence en référence avec moi, je veux dire, mon visage, la représentation des gens qui existent, ce rapport au réel, même si là je prends quelques libertés. Et en fait, je me dis, mais j'ai beaucoup plus de possibilités et graphiques et symboliques avec l'imaginaire et une narration fictionnelle, et en fait finalement c'est bien plus autobiographique que ce que je vais pouvoir raconter là, qui reste finalement une sorte de surface. Alors on va passer assez rapidement sur Mes ailes d'homme qui montre ton goût pour une narration différente de la bande dessinée traditionnelle. On a un rapport vraiment texte-image là très frontal, et puis des images où tu retrouves ce côté très gravé là qu'on avait laissé tout à l'heure du côté de Comics 2000. Tu parlais de ton travail d'illustrateur. Alors tu navigues entre une bande dessinée et un travail d'illustration. Tu illustres entre autres le Gargantua de Rabelais. Voilà, par exemple, juste une petite anecdote, celle d'après. Donc ça vient après Dr Jekyll et... Ouais, ça c'est aux éditions Milan. Ça c'est le Chancellor. Alors non, ça c'est Gargantua. C'est Gargantua. C'est la guerre de Picrocole et la bataille, je crois. Et en fait, elle n'a pas été publiée comme ça. En réalité, on ne voit pas les 2 têtes moribondes vertes en bas sur la publication. Et c'était une espèce de bataille incroyable où la nana, la DA, me disait non, mais c'était pas la DA d'ailleurs, c'était la directrice éditoriale, me disait c'est pas possible, c'est trop morbide, tu peux pas montrer. Il montre des hommes en armure rutilante avec les épées, etc. Et je dis mais en fait, juste non, je peux pas montrer la guerre sous cet aspect. Positif. Enfin, il y a justement là, c'est l'idée de la guerre et de la folie, et donc on a, après une espèce de deal infernal, on a coupé et on a enlevé ces 2 têtes en bas, et j'ai demandé à ce que ce soit marqué détail de la bataille. Et je lui ai dit, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, je lui ai dit, ok, mais je raconterai à chaque fois que je pourrai cette anecdote. Je me souviens de son nom, avant je disais son nom, mais maintenant je me souviens plus. Donc du coup tu prends, alors, oui je mets aussi, je parsème ce diaporama là de quelques images. La peinture flamande et la peinture médiévale, et surtout même la sculpture médiévale a vraiment une grosse influence pour moi dans la liberté justement de représentation du corps et cette valeur plus symbolique qu'on peut donner au corps qu'on perd avec la Renaissance, à mon sens. Après, c'est peut-être mes origines aussi, parce que je suis d'origine belge ou flamande, mais... On va passer à un pavé là, qui fait près de 500 pages, 450 peut-être. Ouais, 550. Lucille, qui va être publié par Futuropolis, qui va avoir une belle mise en lumière.
Il va recevoir un prix, même à Angoulême, il me semble, Lucile. Et puis le prix René Goscinny aussi, je crois. Oui, il y a effectivement plusieurs prix. Voilà, donc on sent bien que... Et puis les traductions, il s'est passé... C'était très bizarre pour moi parce que je l'ai écrit dans une période un peu spéciale où j'avais besoin de retrouver une forme très, très libre et très souple, très simple pour raconter une histoire. Et ce livre qui raconte, qui se passe au Tréport, donc dans la Somme, en Picardie, raconte comme une réalité sociale assez lourde. En tout cas, voilà, il y a un lien direct avec une forme de réalité, ce qui n'était pas le cas dans mes livres, à part mon bouquin autobiographique finalement. Et de fait, puis il y a aussi le thème de l'anorexie, mais qui n'était pas pour moi un thème central, mais voilà, qui a été à ce moment, c'était l'époque où on parlait beaucoup de ces thématiques. Et puis, il y avait cette apparence de roman graphique, et on était en plein dans cette période où les journalistes de Elle commençaient à se dire, mais c'est bien de dire roman graphique, ça va attirer un public féminin, et j'avais beau dire, mais non, mais c'est bande dessinée, le terme, c'est roman graphique, ça veut pas dire grand-chose. Mais voilà, quand les publications arrivaient, c'était marqué roman graphique, parce que effectivement BD, ça faisait jeune boutonneux, quoi, ou vieux nostalgique. Alors Lucile, juste pour mettre un peu de contexte là-dedans, c'est la rencontre entre une jeune fille anorexique et le fils d'un marin qui s'appelle Arthur et qui devra s'appeler Vladimir parce que son père s'appelle Vladimir. Bref, un jeune qui ne pourra pas s'extirper si facilement que ça du contexte familial. Et c'est comment dirais-je, la rencontre amoureuse de ces deux personnages qui va se faire à l'hôpital au moment où Lucile va se faire... Moi j'étais obsédé, je pense tout de suite, toujours, par ces rapports de classe, la façon dont on peut sortir ou pas, de quelle façon les transfuges de sa classe sociale. Et là c'était vraiment aussi, j'étais en train de découvrir Bourdieu, les habitus, enfin comme ça, il y avait cette espèce d'influence. Il y a toujours eu, avec mes livres comme ça, en parallèle, des lectures, des essais, que ce soit en psychanalytique ou sociologique. On a déjà dépassé le temps, c'est ça? Et pourtant vous êtes qu'au quart de même. Ouais, au tiers. Enfin bref, juste pour dire que moi ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse en fait dans chacun de mes livres, c'est la destinée des personnages et savoir à quel point déterminés ou pas et à quel point ils ont la possibilité de sortir de se déterminer. D'où en fait la pagination très importante ici où tu laisses le temps aux personnages de lier une vraie relation qui ne pourrait pas se faire évidemment sur un livre de 40 pages. Voilà, ce que tu montres, c'est vraiment du temps arrêté. C'est la possibilité en bande dessinée aussi. On peut montrer le temps arrêté par une illustration travaillée. On peut faire arrêter la lecture, mais aussi une répétition de cases. Après, voilà, c'est très très dépouillé. Ça se lit vite en fait, ce livre, malgré ses 550 pages. Je ne sais plus, se lit super vite. 500, je crois que c'est plus. Mais là, on voit Arthur et Lucile. Après, ce qui était très étrange pour moi, c'est que pour moi, c'était comme une parenthèse dans mon travail, à la fois dans le dessin et par le thème. Et ensuite, direct, je crois que j'ai pu faire le grand autre, qui est très très différent, graphiquement notamment. Et que pour les gens s'étaient mis à me connaître à ce moment-là, du fait des prix, etc., des couvertures médiatiques. Moi, j'avais pas du tout réalisé que c'était mon moment de buzz, il faut le savoir. Il y a un moment de buzz comme ça, après il est passé. Donc c'était mon moment de buzz, je l'ai pas saisi. Et en fait, quand les lecteurs venaient me voir ensuite en dédicace pour les bouquins que j'ai continué de faire chez Cornelius, c'était chez Futuropolis, qui en soi, on s'en fout, n'intéresse personne, était très problématique à l'époque. Et les gens me disaient, mais j'ai adoré Lucile, mais là je suis dans votre nouveau travail, là, votre nouvelle direction, c'est hyper flippant, je comprends pas, etc. Et je dis, mais non, en fait, c'est Lucile qui est une direction à part quoi, pour moi. Et voilà. Alors le grand autre, c'est aussi la rencontre de deux adolescents, donc c'est vraiment un sujet que tu creuses. Alors ici, sous un prisme très différent, puisque c'est un savant mélange entre réalité, fiction, enfin domaine des rêves et domaine
sous fond de contes traditionnels quasiment. En fait, tu arrives à aborder des questions qui sont liées à l'adolescence. C'est le jeune Louis qui va rencontrer Cléa. Célia. Le jeune Louis, en fait, il a eu la malédiction de rencontrer une créature sous-marine qui lui a changé les yeux. Et changé son regard. Enfin, son regard, voilà. Les yeux, et la créature ne voyait pas, et il prend les yeux de Louis qui se retrouve en fait à loucher. Donc il garde, la créature le détache, il lui manque une jambe à lui, donc la créature le détache. Alors il faut savoir que, pour la petite histoire, donc là Louis est en train de faire de l'apnée, et que j'ai commencé à faire de l'apnée vers l'âge de 6 ans, parce que voilà, j'étais en bord de mer, et que un plus grand m'avait initié, m'a expliqué les techniques de l'apnée. En fait, j'ai fait ça toute ma vie, et qu'il y avait un rapport comme ça, mais c'était pas l'apnée pour... il n'y avait rien à regarder en baie de Somme. La mer, elle est trouble, il y a le calcaire qui la rend béjasse, enfin vraiment on voit rien du tout. Juste mon truc, c'était de descendre au fond le plus profond possible et de rester le plus longtemps possible accroché à un rocher. Il y avait cette espèce d'immersion, de retour comme ça, quasi mystique. Et donc Louis, au fond de l'eau, est détaché en échange de sa vie, perd ses yeux, mais il gagne une autre vue, qui est une sorte de vue de l'intérieur, qui est louche, comme s'il pouvait en fait regarder les choses malgré leurs apparences. On le voit en fait, hein, il a un dispositif sur les lunettes qui lui permet... Voilà, il va voir un docteur qui lui remet ça bien comme il faut, avec des lunettes qui l'empêchent de loucher. Mais ça ne n'empêche pas de voir en fait l'intérieur des choses, enfin en tous les cas la réalité derrière le vernis. Et il peut voir évidemment tout ce qui se passe alors après, dans la société. Si on va parler un petit peu terminologie, je vais faire un peu mon relou, parce que ça s'appelle le Grand Hôte, c'est une espèce d'hommage à Lacan, et donc voilà, il y avait ce rapport au réel, et que qu'est-ce que le réel. Alors là, je vais pas faire, parce qu'on est déjà sur les déjà au tiers, je suis en train de perdre la salle petit à petit après les adolescents. Mais voilà, il y a le réel chez Lacan, c'est vraiment justement ce qu'on ne perçoit pas et ce qu'on n'a pas nommé. Et donc ce que lui voit, peut-être justement, c'est c'est le réel habillé en fait, c'est le réel imaginé. On va passer assez rapidement parce que sinon on ne va pas avoir le temps de voir l'ensemble de ton parcours. Je crois qu'on a un peu plus de temps, il n'y a pas de conférence après. On retrouve La Falaise, un personnage ailé qu'on va retrouver nombre de fois dans ton travail. Bon, c'est un récit qui emprunte aux contes traditionnels, Anderson, etc. Voilà, mais perverti. Oui, certainement. D'une certaine manière. Oui, perverti, mais après il y a aussi vraiment tout ce rapport à la nature, une espèce de retour comme ça, au vivant, une espèce de quête un peu parallèle. On va aller un peu vite, parce que sinon... Ça, ce sont des pages qui sont intéressantes parce qu'on est quasiment dans ce que Chris Ware appelle le comic toon, c'est-à-dire on est entre l'animation et la bande dessinée. Je crois que c'est vraiment dans le style où j'ai découvert qu'on pouvait, en fait, en réduisant la taille des personnages et le fait qu'il n'y ait pas de cases, en plus qu'il n'y ait pas de décors, on pouvait en faire des petites choses très animales. Alors, j'ai fait de l'animation quand j'avais 13-14 ans. J'ai passé quelques années à faire de l'animation. Je pense que j'ai vu beaucoup à cette époque d'animation tchèque, de russe, etc. Et je crois qu'il voilà, y avait cette espèce de... ce qui m'intéressait, c'était cet écho entre des images comme ça, beaucoup plus illustratives, et qui en soi sont presque des images qui se suffisent à elles-mêmes, qui racontent quelque chose, et puis en même temps, des petits personnages qui se lisent avec rapidité, presque comme un dessin animé. On retrouve d'ailleurs ce côté gravé, et puis effectivement ces images très travaillées, ou alors des séquences comme ça, narratives très fluides. René, c'est la suite de Lucille, mais que j'ai faite sur 5 ans après, et j'avais entre-temps fait Le Grand Autre. Tu as fait 3 livres en même temps, je crois. Peut-être pas en même temps, mais ouais. Il me semble. Et je voudrais pas te... Et du coup, je voulais absolument faire une suite à Lucille, mais tout avait changé, quoi, et donc il fallait que j'intègre... ce que j'avais appris dans Le Grand Autre, d'autres choses. Ce que tu vis aussi sur le moment, parce qu'il se passe des choses en 5 ans qui, évidemment, dans le cadre d'un récit improvisé, forcément tu... Oui, quand je dis ce que j'ai appris avec Le Grand Autre, en fait, c'est complètement lié avec ce qui s'était passé pendant ce temps-là, et les rencontres aussi avec
avec des gens, enfin avec des filles, avec des hommes, et c'était aussi des histoires de couple aussi que j'avais envie de raconter. Mais même s'il y a des connexions avec Lucille, c'est plus sombre, l'histoire est plus sombre, et le dessin est plus fouillé. Et alors là, autant dire, j'ai largement perdu mon lectorat avec ce livre. C'est pourtant, moi, je trouve le livre le plus bouleversant que tu aies fait. C'est gentil, merci. On se retrouve tout à l'heure. Mais non, c'est gentil. Moi, j'étais assez content de ce livre. Et en fait, même, je m'étais dit à ce moment-là, ça commence à m'ennuyer, parce que j'avais l'impression de commencer je dis en toute modestie, à maîtriser un système en fait, narratif, ce qui a fait qu'ensuite j'ai voulu casser ça. On verra après. Bon, du coup, en fait, comme tu le disais, c'est la suite de Lucille, mais dans laquelle on découvre de nouveaux personnages, dont René, qui était une façon de remettre à jour mes problématiques. Mais qui a une problématique qui est toujours liée au corps, autant dans Lucille, la fille elle souffre de l'anorexie avec cette vision de son propre corps, et René se scarifie, et pour la chose, en fait, ce qui m'intéressait en tant que dessinateur, c'était vraiment la chose la plus visible, au sens graphique du terme, c'est-à-dire que quand on se scarifie, finalement on dessine sur son corps. Quand on est anorexique, on fait finalement de son corps un objet aussi de représentation. On met à l'extérieur, à travers son corps, on met quelque chose de symbolique à l'extérieur. On suit Lucille qui va régulièrement en fait au parloir, puisqu'Arthur a été incarcéré. Si vous lisez Lucille, si vous avez lu Lucille, vous comprenez pourquoi. Et du coup, ils vivent cette relation un peu à distance. Les personnages ne se rencontrent pas dans un premier temps, ni René ni Lucille. Et puis, au fur et à mesure que les pages s'égrènent, les relations vont se faire plus proches. Il y a des moments de récitatif, comme tu aimes les mettre en œuvre dans ton travail. Ici, c'est Arthur qui lit une lettre, alors qu'il est dans sa cellule. Il lit une lettre que lui écrit Lucille. Lucille qui fait une comparaison avec ce qu'elle observe dans la nature et leur propre relation. Beaucoup de silence dans ce livre. Je vais juste vous passer les images. Comme dans Lucille, d'ailleurs, tu prends vraiment le temps là, de développer les relations entre les personnages. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans ce rapport à l'improvisation, justement, c'est ce petit moment où les personnages commencent réellement à exister, et que je commence à entendre leur voix, et que même me racontent l'histoire. En fait, c'est ce moment qui déclenche quelque chose, où je me dis que là, quelque chose est en train de partir en dehors de moi. Et finalement, ça m'intéresse. En tout cas, à cette époque-là, ça m'intéressait assez peu de maîtriser vraiment l'histoire de manière trop consciente. J'avais besoin que finalement ces personnages, qui sont à la fois une partie de moi, mais aussi des rencontres, c'est très inspiré de beaucoup d'anecdotes, de ce qu'on m'a raconté, de choses que j'ai vécues avec des gens proches. Donc je me sers de cette matière, et j'attends réellement que les personnages parlent et me racontent l'histoire. C'est cette histoire que je raconte, en fait. Je me sens finalement presque plus qu'une sorte de médium, médium au sens de médiateur, je ne sais pas comment on pourrait dire. Alors ta grand-mère t'a initié au spiritisme, il y a quand même du... Moi je t'ai raconté ça. Non, mais... je le raconte quelque part. Je savais pas. Elle ne m'a pas initié au spiritisme, mais elle était effectivement très adepte du spiritisme, et elle m'a raconté un tas de trucs super flippants. C'était une Vendéenne d'une autre époque qui croyait hyper fort à tous ces trucs, donc ça a aussi ça a eu un impact assez important, donc, qui a généré chez moi aussi un effet inverse de quasi très scientifique, comme ça, enfin, une pensée très rationnelle. Ça, c'est les prisonniers qui parlent à Arthur et qui lui disent que le garçon avec qui il est en cellule est visiblement un pédophile, alors qu'il prétend être là pour des raisons... il a fraudé, je ne sais plus trop quoi. Je ne sais plus ce qu'il raconte, mais effectivement... Donc là, il prend conscience en fait qu'il est au quotidien, il vit au quotidien
d'un monstre. Il y a une scène assez violente. Alors tu l'as pas mise, visiblement. D'accord. Il y avait des enfants. Ouais, c'est parti. C'était. Après, on peut en parler, parce que tu as dit on parle de tout. On parle de tout. Pour moi, c'était une scène que j'attendais en fait depuis le début du livre, puisque c'était une scène cathartique de vengeance en fait. Alors, effectivement, la scène d'après, il défonce ce type, quoi, il le tue. Il finit par le faire avouer que c'était un pédophile, etc. Et voilà, c'était une partie de mon enfance, quelque chose de voilà, une mauvaise rencontre qui a à mes 7 ans, qui a comment dire, marqué et fait qu'il y avait eu avant 7 ans et après 7 ans, et tout s'est transformé. Et je pense que ça a été très difficile pendant longtemps, parce que c'était une époque où on n'allait pas voir la justice. Mon père a essayé de chercher quelqu'un d'autre. Il l'a pas retrouvé. Il l'a pas retrouvé. Bon, on m'a pas emmené voir déposer plainte, etc. Il y a une espèce de non-dit comme ça qui fait que je me suis pas senti certainement du tout protégé. Donc ça a vraiment eu un impact énorme sur un retentissement sur ma vie. Et il y avait toujours ce fantasme en fait de défoncer ce type, quoi. Donc là, il y a eu, c'était comme si j'avais écrit ce livre presque pour arriver à ces pages-là. Ces pages sont d'ailleurs graphiquement, on voit pas là, mais sont Plus libérées, beaucoup plus directes. Ouais. On va passer à Trois fils, qui dit le rapport que tu as pu avoir avec ton père. Enfin, quand on lit comment dirais-je, quand on le lit sous les images, et qui met en place du coup ce récit trois frères et un père. Alors c'est un diptyque qui était prévu pour être un triptyque au départ, une trilogie. Exactement, et le deuxième tome, en fait, je les ai fait le tout. Il est plus long, oui. Voilà, pour des raisons. Voilà. Les trois personnages ont des noms d'artistes contemporains ou de musiciens. Alors il y a Tombly, il y a Horn pour Rebecca Horn, et puis il y a Charlie Parker pour Bird. Donc voilà les trois en question, dont on apprendra pourquoi ils ont des spécificités physiques par la suite. Alors ça c'est juste le clin d'œil à C. Tombly, Rebecca Horn et Charlie Parker, Bird. Ce récit commence par une scène tout à fait étrange. Alors, on est dans un conte à la Hansel et Gretel, sauf que cette fois-ci, ce sont les fils qui vont abandonner le père sur une île. Le père est menotté et lesté, et il va devoir périr finalement sur une île déserte. Il se trouve qu'un corbeau va passer par là et va lui délier les mains, va en fait lui couper les bras. Il va pouvoir revenir vers ses fils. Alors ce qui frappe de prime abord, on va peut-être parler un peu plus plasticité, technique et imagerie, c'est que c'est le premier récit où tu utilises de la couleur, et en plus tu l'utilises de manière traditionnelle, directe. Alors c'est de la gouache, ce sont des masses du coup qui rompent vraiment avec l'idée du trait, de la gravure. Tu peins à la gouache, donc une matière qui est autant utilisée par les enfants que par les miniaturistes, donc il y a cette espèce d'ambivalence de médium utilisé. De faire de la bande dessinée à la gouache, il y a quand même une volonté particulière là derrière ce geste. C'est vraiment l'idée, hein. Ça sortait aussi, j'ai toujours alterné les périodes de bande dessinée et de peinture. Bon, on n'a pas trop parlé, mais j'avais réussi à enchaîner. Il reste combien de temps? Je crois qu'il n'y a pas de conférence après. D'accord, de votre patience. Ok. On peut faire une demi-heure. On dit 20h30, je crois. On dit 20h30. On va aller très vite. Si vous avez envie d'y aller, je vous laisse, il n'y a pas de souci. Bon, non, mais, juste oui, pour dire qu'effectivement tu fais une bande dessinée, tu as besoin d'un rapport plus immédiat à l'image et donc de la peinture, c'est ça? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je sortais d'une période donc, vraiment où j'exposais dans des centres d'art contemporain ou des galeries d'art contemporain, vraiment dans une autre sphère, un autre univers, et pas du tout en bande dessinée. Et j'avais commencé à créer des figures comme ça qui émergeaient, mais vraiment de la matière, quoi. Donc il y avait ces personnages avec des grands
des grands bras, mais ces grands bras venaient d'un mouvement en fait pictural. Ben voilà, il y a toute une série il y a une espèce de cosmogonie qui se met en place, mais qui naît dans la matière. Et en fait, ce bouquin, c'est presque un truc à l'envers où je leur donne une histoire après coup. Il y a des personnages, il y a ce barbu, il y a ce personnage avec ses grands bras, l'autre avec cette espèce de bras mou rouge. Et l'autre avec cette absence de regard. Et j'essaye, qui n'existait pas d'ailleurs dans les peintures, et j'essaye de leur raconter une histoire en fait à rebours. Je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai le problème avec le temps. Mais je pense que c'est le moment où ma mère venait de mourir, et ce qui explique l'absence de l'absence de la mère et le fait qu'ils sont dans une quête comme ça. En fait, on découvre petit à petit que c'est peut-être le père qui l'a tué. Enfin, il y a un soupçon comme ça là-dessus. Et pour moi, c'était aussi la gouache une manière, donc à la fois de continuer cette exploration picturale, mais aussi de rompre avec les hachures, avec tout ce que j'avais fait justement dans René, dans le Grand Autre, donc quelque chose de très, très défini, très décrit, très minutieux, et j'avais besoin justement de m'empêcher moi-même d'aller vers cette minutie en travaillant non plus par l'extérieur, par le trait extérieur, non plus par le détail, mais par des masses. Et tu fais surgir les formes de manière beaucoup plus aléatoire. Les formes et les contreformes, il y a vraiment cette idée. Et comme tu l'as bien dit, le fait d'utiliser la gouache, c'était pas innocent, c'était ce rapport quasi enfantin, et en même temps, c'est un outil très complexe qui peut être et savant et en même temps simplissime, et qui a cette image aussi, voilà, d'un accès immédiat. En écho à cette image, j'avais envie de montrer une peinture de Philippe Guston que tu affectionnes. Et qui reprend cette figure-là des personnages cagoulés. Et puis en regard de cette image, j'ai tout de suite fait moi la relation avec la peinture flamande et les portraits de Hans Memling, de Van der Weyden et autres. Voilà. Il y a quelque chose de mystique dans quelques-unes de tes images, des figures comme ça, très, très, très picturales. Et puis cette figure monstrueuse qu'on retrouvera dans la suite, qui est en fait l'explication du livre qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'un père vertueux, une sorte de préquel en fait. Préquel, mais en fait en même temps après ça se mélange et ensuite ça on revient dans le futur. Oui, et puis tu donnes un point final à l'histoire, c'est-à-dire que c'est à la fois le passé de Trois Fils, mais c'est aussi la conclusion. C'est un peu le bordel. Mais là, alors c'est intéressant parce que entre l'image d'avant et celle-ci, c'est la même en fait. Et j'avais commencé à faire donc la suite de Trois Fils comme un père vertueux à la gouache. Et puis j'ai fait 6 pages comme ça donc à la gouache, dont celle-ci, qui est finalement devenue la couverture. Mais en fait, ça ne me convenait pas parce qu'un père vertueux a beaucoup plus de choses à raconter. Et il y a un rapport comme ça à la narration. Imagination plus importante aussi. Mais alors c'était vraiment pas le problème de me dire je dois refaire je sais pas combien de pages à la gouache, elle est super longue, parce que c'est pas si long que ça la gouache. Non, en fait c'était juste que c'était beaucoup trop plastique pour ce que j'avais à raconter, c'est-à-dire que l'aspect plastique prend énormément de place. Enfin, Trois Fils, c'est un livre où l'histoire tient en très peu de lignes, c'est vraiment presque un prétexte à une exploration graphique, alors que là, je suis dans quelque chose de la narration, pour reprendre, il y a beaucoup plus de textes. Beaucoup de choses à raconter, et du coup ça devenait extrêmement lourd. En fait. Et j'ai toujours, et c'est pour ça quand je passe entre Lucille et René, Lucille c'est une histoire très sombre, très réaliste, et j'avais besoin du coup que le trait soit aussi très dépouillé, pour contrebalancer cet excès de réalisme. Et par exemple, dans Le Grand Autre, qui est beaucoup plus étrange, éthéré, symbolique, au contraire, j'avais besoin de montrer des formes à plus de volume, plus de densité en comparaison du côté éthéré de l'histoire. En quelques images, là, on va comprendre pourquoi, alors c'est pas Horn, c'est Tombly, celui-ci, va perdre ses bras et va ensuite avoir de très longs bras en bois. En fait, ce père vertueux va prendre connaissance que l'un de ses fils a eu des attouchements avec une jeune fille dans la forêt via l'entremise d'un chasseur. Il va piquer une colère extrêmement violente, puisqu'il va décider de couper les mains qui ont commis le méfait, selon lui. Et il le fait avec un calme et une sorte de sang-froid absolument flippant. C'est une espèce de
une espèce de loi, mais donc la loi, elle s'applique sans passion, mais une loi qui est perverse. Voilà. Donc le mot avec un père vertueux, il est à la fois vertueux mais aussi pervers, et il y a toute cette ambivalence au monde. En fait, c'est un livre qui questionne que je continue de questionner dans d'autres livres, la question de la limite. Quand on n'a pas reçu justement de limite très claire sur la notion de... On ne parle pas de loi, hein, bien sûr, au sens juridique, mais de loi intégrée, de loi intérieure, de limites, d'autolimitation. Il faut apprendre en fait cette limite. C'est une religion chez ce père-là en plus. Alors ça devient, il finit parce qu'au départ c'est quand même un sale type quoi, qui traîne des trucs, des plans de mafia, etc. Il vend une espèce de drogue un peu organique, enfin on sait pas trop, il revend des objets un peu bizarres. Quoi. C'est ça. Et en même temps c'est pour nourrir ses fils, il y a vraiment cette idée, donc il est très ambivalent. Et au bout d'un moment, il rejette tout ça et il va devenir mystique et il devient gourou d'une espèce de religion, sa religion extrême avec des adeptes. Il y a, il y a ce vers qui est l'endroit le plus, le moins réaliste ou le plus irréel, ou le plus proche du conte. Et qui vient en écho de ce vers des trois fils, hein, c'est le même qui réapparaît sous une autre forme. Alors tu dis dans bon nombre d'interviews que finalement ce dessin là au crayon de couleur, qui est aussi un outil utilisé par les enfants, te permet en fait d'éviter de remplir des masses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on contourne une forme de bleu, eh bien le cerveau la remplit de bleu. C'est ça, j'aime bien l'idée d'établir une sorte de code, quoi, de dialogue avec un postulat avec le lecteur, et que finalement voilà, c'est une façon de créer un lien avec le lecteur. Alors on va aborder maintenant le dernier travail que tu as réalisé, Epiphania, ce pourquoi tu es invité d'ailleurs aux Utopiales, puisque c'est un récit de genre. On peut parler de science-fiction là pour le coup, on peut parler d'anticipation. Tu veux peut-être prendre la parole ? Non, tu as très bien introduit cette trilogie, donc qui prend fin avec le troisième tome qui est sorti il y a très peu de temps. Peut-être que ça peut permettre aussi d'aborder un truc qu'on n'a pas trop abordé, mais tu as parlé de tes études, etc., de ton métier d'auteur, puisque du coup, en se renseignant, en fait, ce bouquin, tu l'avais pas spécialement prévu pour toi, au dessin, au début, en partie peut-être même pour des raisons économiques. Exactement, oui. J'avais plus du tout envie de faire d'illustration de commandes, ce qui me permettait de gagner ma vie, puisque quand même jusque-là, je travaillais pour des éditeurs indépendants, puis c'est difficile de gagner sa vie avec des toutes petites avances sur droit. Et du coup, je me suis dit, je pense que je sais écrire des scénarios grand public, mais que vraiment ça me tombe des mains, je n'ai pas du tout envie de les dessiner. J'ai dit, je vais écrire un scénario grand public, je vais donner à dessiner à un autre dessinateur. Sans savoir à qui tu... Sans savoir à qui, oui, sans savoir à qui, en me disant, ça va. Et puis en fait, le scénario s'est attaché à moi, parce qu'il avait à la fois des thèmes passés récurrents, puis des nouveaux thèmes plus politiques, géopolitiques, qui étaient déjà là, mais qui commençaient à porter une voix différente. Et j'avais besoin d'en parler directement. Donc en fait, j'ai eu envie j'ai attendu même, parce que j'ai écrit cette histoire à l'époque d'un père vertueux ou 3 filles. Oui, 5 ans avant de l'avoir vraiment commencé. J'ai vraiment attendu un moment avant de le faire. Alors le récit frappe, enfin en tous les cas dans sa forme, ce qui frappe là, c'est justement les contraintes assez sévères que tu t'es imposées au départ, pas infligées mais imposées. Tu as travaillé dans un gaufrier avec de vrais carrés. Tu avais pour projet même au départ de le faire sous la forme d'un carré, ce livre, ce qui permettait une démultiplication des carrés. Là, pour faire de grandes cases, on fait sauter les quatre barrières d'une image. Donc c'est une contrainte assez forte par rapport à la liberté que tu prenais par exemple dans Lucile, le Grand Autre et d'autres récits. Ce qui permet aussi à la couleur d'exister d'une belle manière, puisque si on remplit de couleurs un dessin qui n'est pas bardé d'un cadre, eh bien, on est obligé d'inventer des formes. Des patates, quoi. Ouais, exactement. Tu vas travailler avec Fanny Michaelis, qui est aussi autrice de bande dessinée et dessinatrice,
musicienne, chanteuse, on en parlera avec Razorkid très rapidement tout à l'heure. Comment se passe le travail avec Fanny, qui est ta compagne, avec qui tu as une fille? Comment se passe exactement votre collaboration là? Juste, ça, c'est Ripley Johnson qui est un guitariste que tu affectionnes. C'est un duo et dont je m'étais un peu inspiré. Ouais, David, le père de Koji, le héros de la trilogie, prend les traits de ce guitariste. Ouais, plus ou moins. Puis c'est aussi un peu toi. C'est un peu moi quand j'avais des cheveux. C'est oui, la couleur. Sur la couleur, en fait, on a discuté. Moi, je me voyais pas. Alors, déjà, c'était pour moi d'emblée des planches qui ne fonctionnaient pas sans couleur, donc elles étaient vraiment prévues de manière à accueillir la couleur. Il n'y avait pas de surcharge, c'était vraiment très, très épuré. Ça ne pouvait fonctionner qu'avec la couleur. J'avais pas du tout envie de passer tout ce temps. Enfin, c'était vraiment. Voilà. Et donc, avec Fanny, on a discuté en amont de ce que pouvaient être ces couleurs. On avait en tête, comme ça, quelques influences. On avait notamment la comète de Carthage avec les couleurs d'Isabelle Momy. Donc c'est Yves Chaland, avec les couleurs de sa femme. J'ai ça quelque part carrément. Ouais. Il y a tout. Alors on a là justement cette mise en couleur là, étape par étape. Alors ça, le crayonné. Ça c'est le troisième tome. Ça c'est moi qui l'ai mis en couleur parce qu'au bout d'un moment Fanny elle m'a dit mais juste j'en peux plus ce truc et je vais refaire mes bouquins. Mais la méthode est la même. Tu non, alors la méthode n'est pas que... exactement la même. Non, parce que entre temps j'ai changé. Parce que sur les deux premiers tomes j'ai travaillé avec un crayon noir et un crayon rouge pour toutes les carnations. Et sur le troisième tome en fait j'ai travaillé avec des feutres qui repassaient comme de la plume et des hachures. Et de fait, ça a appelé un autre travail au niveau de la couleur qui jusqu'ici n'était qu'un travail d'aplat. Si tu peux revenir en arrière, donc là il y a le crayonné que je reprends sur une table lumineuse en noir et blanc. Le travail de dessin avec ses feutres, plusieurs épaisseurs de feutres. Qui est scanné. Et là, je fais intervenir quelqu'un qui est un peu à l'américaine, on va dire. Qui remplit les formes du coup. Voilà, les flatteurs, aplatistes. C'est quelqu'un qui va vraiment remplir les formes et en mettant... donc c'est Jean-François Rey qui a travaillé aussi sur la typo, qui a travaillé sur le graphisme, qui travaillait aussi avec Cornelius. Et donc du coup qui remplit les formes en mettant des couleurs un peu au hasard. Et moi derrière je mets mes couleurs, c'est ma première intervention en fait. Mais il n'a pas ton nuancier en fait. Non, je ne donne pas de nuancier. Alors lui il fait les sélections, il met des couleurs au hasard et toi tu n'as plus qu'à mettre la couleur dans ces formes. C'est un très très long pour vraiment fermer les formes. Surtout que là on est, il y a pas trop tricher. Oui. Voilà, c'est un travail qui effectivement on gagne 2 heures voilà, sur le modo par page. Et donc voilà la différence, je rajoute. En fait, rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je rajoute des ombres, ce qui n'était pas le cas dans le premier et le deuxième tome, parce que les formes étaient plus épaisses et qu'il y avait une autre simplicité, et que le fait de mettre des hachures ici, paradoxalement, appelait des ombres, même. C'était pas show-off, quoi. Hein, c'était des ombres même quasi pas visibles. Et en fait, il y avait cette nécessité de venir compléter les hachurages, enfin l'ombre des hachurages. Et alors justement, pourquoi ce changement de dessin des 2 premiers tomes au dernier? Là, tu passes d'un crayon qui contourne de rouge les chairs et puis tous les autres éléments de noir, et puis là, tu laisses tomber la couleur du trait au profit d'un noir, et puis de hachures, tu reviens à un traitement plus proche de René, justement, avant la mise en couleur. Qu'est-ce qui se passe là justement dans ce changement de technique? Alors quelque chose de très concret et qui voilà, mon père décède et là je viens juste moi-même de déménager et un énorme déménagement de 15 ans de vie avec tout le matériel de musique, etc., des toiles, une espèce de truc de dingue. Je me suis défoncé dans ce déménagement que j'ai fait quasiment tout seul et là mon père décède et là je me retrouve en plus bien sûr de la perte et de la tristesse, je me retrouve confronté à l'appartement de mon père à déménager et son atelier, puisqu'il est artiste peintre, et avec, je sais pas, 60 ans de peinture, quoi. Et puis moi, j'avais aussi installé des trucs. Et donc, je fais 3 déménagements. Et en fait, je me défonce les doigts. Et je ne pouvais juste plus tenir les crayons, en fait. Donc ça, c'était le premier truc. C'est que... Donc ça, c'était... ce qui est étonnant, c'est que... Et en même temps,
mon père décède et du coup, mais tout change, quoi. Ma mère était morte, tout avait changé, j'ai un enfant, tout change, et là mon père décède aussi, tout est revisité. Et puis je laisse quand même se passer 5 mois, ce qui est finalement assez peu, mais 5 mois de réflexion, je me dis, je ne peux même pas dessiner ce 3e tome en fait, et je suis un autre, quoi. Donc comment je peux me réinventer, et en plus mes doigts ne peuvent plus tenir ces crayons, et finalement je me suis dit, mais les seules choses que je pouvais faire, c'était tenir ces feutres qui demandent moins d'appui. Et c'était une manière. Alors je n'ai pas transformé Epiphania que à cet endroit-là. C'est un récit, une histoire qui utilise des pages avec des grandes illustrations. Tu fais sauter les cases même par endroit. Alors à la fin, et puis il y a quelque chose de beaucoup plus récitatif. Je me suis autorisé une forme de littérature qui n'était pas le cas dans le 1 et le 2. Et puis ce travail de hachure, de dessin qui renouvelle. Il n'y en a pas un autre avec Oui, tout à fait. Alors là, c'est tes couleurs à toi, les ombres, tu déposes par-dessus. Et puis ensuite, on ne voit peut-être pas à l'écran là, la différence, mais tu ajoutes des matières à certains des personnages. Alors, pas partout, mais c'est vraiment à partir du moment où il y a ces créatures qui apparaissent, il y a une forme de déliquescence, et ça appelait de l'organique, quoi. Exactement, un truc organique. Donc là, j'ai scanné des matières que j'ai bidouillées. Tu parlais tout à l'heure pour la mise en couleur du travail de la femme de Chaland. Voilà, alors Chaland, c'est vraiment, ça se voit pas comme ça de prime abord, mais c'est pour moi une énorme influence pour beaucoup de dessinateurs. Ça, c'est tiré de la comète de Carthage, justement. Bon, là, je sais pas, les couleurs sont un peu modifiées, mais. Et puis tu parlais aussi de Chris Ware. Chris Ware, c'était vraiment je crois les deux influences qu'on s'était données, mais c'était surtout aussi l'idée puisque ça allait parler du néolibéralisme, de ce que ça se situe aux États-Unis sans que ce soit clairement dit, de faire en sorte que ces couleurs soient un peu comme des bonbons acidulés, de la même manière qu'on peut nous vendre des choses qui seraient mauvaises pour notre santé dans un bel emballage. Voilà. Donc je joue aussi avec ce code, et étant aussi dans le fantastique, mais dans le super-héros, je joue aussi moi-même, je prends un risque en fait en mettant un pied dans un genre plus mainstream, quoi, en fait, qui appartient davantage au marché du livre que l'étaient des livres indépendants chez Cornelius, qui même déjà par la structure même de l'éditeur était différent. Donc là je suis chez Casterman, c'est un éditeur plus important, on est plus dans l'industrie du livre, mais en même temps pour moi ça m'intéressait. Cela étant dit, le travail après avec l'éditeur n'était pas si différent. Ce récit du coup qui n'était pas au départ fait pour ton dessin te fait dessiner des choses que tu n'as pas dessinées auparavant. Non, de fait. Ça, c'est assez étonnant du coup de te voir dessiner des voitures, des buildings. Il y a des échos là aux comics américains. On n'avait pas encore senti ça chez toi. Oui, après je suis resté quand même sur des influences type Kirby et des choses comme ça. Je ne suis pas hyper fan des comics plus contemporains. Voilà. Mais c'était comme une espèce d'enjeu, de jeu avec le code. Je ne sais pas si je le referai, enfin je le referai pas. Mais et en même temps, il y a des cases comme celle-ci où on voit qui sont comme des espèces de cases arrêtées qui pourraient se retrouver dans une peinture flamande. Tout à fait. On ne sait plus très bien. Voilà. Avec les couleurs du pop art, quoi. C'est ça. Et en même temps, ce qui était, il y aura des cases un peu plus flashy comme ça, mais avec Bi, donc un personnage qu'on va découvrir dans le tome 2 d'Epiphania et qui va petit à petit. Et il y a toujours ce rapport comme ça entre un personnage masculin et un personnage féminin, et qui n'est pas chez moi, je pense, une volonté absolue de mettre à tout prix une femme au cœur des récits parce que c'est bien. Dans Lucille, c'était vraiment le personnage principal c'était Lucille, une femme, et je crois que c'est aussi une façon de parler de ma féminité. Je m'extrais pas du personnage, quoi. Voilà, Juste un petit clin d'œil à Roger van der Weyden et à ces anges aux ailes rouges. Voilà, c'est des choses. C'est toute ton inspiration liée à la peinture classique.
un deuxième tsunami. Alors on n'a pas pu raconter le début d'Epiphania faute de temps, mais il se trouve qu'il y a un deuxième tsunami qui va apporter une nouvelle vague de personnages hybrides dans cet univers fantasmé qui ressemble à l'Amérique de Trump quand même. Mais avec de Trump, mais oui, mais en même temps, je veux dire aussi à notre monde, oui, de manière générale. Mais ça se situe dans une Amérique fantasmée quand même. Ça se situe dans une Amérique qui est pas nommée parce que j'avais envie que ça reste universel, quoi. C'est pour ça que c'est pas nommé. Et en même temps, il fallait que ça se situe là parce que c'était quand même là où ça avait pris son essor, même si c'est pas là, si c'est en Angleterre que ça a réellement commencé. On va passer rapidement à la troisième partie qui concerne tous tes projets annexes à la bande dessinée. Comme tu le disais tout à l'heure, tu cultives en dehors de tes récits en bande dessinée un goût pour le dessin, la peinture, la sculpture, l'installation. On va voir du coup ces images. Je les fais défiler, puis tu peux nous arrêter et tu peux dire ce que tu... Ça, c'est pas bien. Alors ça, c'est Bosch. C'est juste pour mettre en perspective là, les images de Terra Maxima, qui est un recueil de dessins grand format, qui ont été publiés chez Cornelius, mais qui ont été destinés davantage au circuit des galeries Voilà. et des expositions art contemporain. Des images de Terra Maxima, et on va voir que le travail que tu mènes en ce moment pourrait être la suite de cette séquence, de cette série. Tu cherches en fait dans ces dessins-là. Qu'est-ce que tu cherches exactement d'ailleurs ? Là, très précisément, je cherchais à me désangoisser. J'allais très mal, j'avais des crises d'angoisse monumentales, et en fait, ces dessins me nettoyaient réellement. Enfin, c'est-à-dire que j'arrivais le matin hyper angoissé, et le soir, en sortant, j'étais mieux. J'allais mieux. Il fallait que je recommence le lendemain. Des peintures qui ne sont pas récentes, là, des peintures à l'huile, grand format. On a pu les voir à Hermeland, à Saint-Herblain il y a quelques années. Des propositions plastiques, des installations plus exactement, ici à Bobigny. On a des croquis et puis ensuite les réalisations. Donc des œuvres autour desquelles on peut tourner. On n'est plus tout à fait dans l'idée du dessin, voire de l'illustration narrative là. Il y a quelque chose de physique, de palpable. Quel est ton rapport justement là à ces sculptures, à ces installations ? Ça, c'est une installation au lieu unique justement à Nantes. Ce qui était intéressant, c'était de trouver un écho avec les planches. Là, il y avait des planches quand même qui étaient pour cette expo-là. Ça n'a pas toujours été le cas. Je fais des expos, il n'y avait vraiment que des peintures, mais là, il y avait toute une série de planches. Et c'était de faire aussi, communiquer ce qui était au mur et ce qui était dans l'espace. Faire sortir les personnages de trois fils et d'un père vertueux sous la forme de sculpture. Il y avait de ça, et puis pas que, aussi qu'il y ait des échos imprévus en fait, entre des formes autour desquelles on pouvait tourner, des formes sensibles et des choses montrent bien. Il y avait aussi de la vidéo, parce qu'il y avait un dessin animé. Oui, que vous pourrez aller voir pour ton groupe justement Feather Kid. Un très beau vidéoclip réalisé en... Ça, c'est une installation à la ferme du Buisson. Surtout de la chute de la maison Usher, avec Louis Fang, qui est la scénariste et auteur récemment d'un très beau livre. Alors, là, c'est difficile de se rendre compte en photo. C'est une installation dans une maison à 3 étages, et j'avais fait aussi toute la partie musique, d'ailleurs comme le lieu unique. C'était... Une exposition à Amiens, Orcaz, avec Fanny Michaelis, Blanquet et tout un tas d'autres auteurs. Où là, vraiment, tu expérimentes quelque chose de très différent des récits en bande dessinée, des peintures grand format, des sculptures. On voit bien que tu ne te satisfais pas uniquement de ces ouvrages édités. Non, mais je pense que c'est un dialogue. C'est pas, c'est-à-dire que pour moi, c'est important ces moments de respiration et enfin de respiration, c'est plus que ça. C'est comme si je manquais d'air quand je fais de la bande dessinée, ce qui peut être le cas parfois parce que la bande dessinée c'est quand même un truc au long cours. Mais justement, il y a dans la peinture un autre rapport hors texte. Tout ça se nourrit en fait. Tout ça se nourrit, et en même temps, j'ai pendant longtemps joué de la musique sans dire. J'ai commencé par le jazz manouche, puis après j'ai voulu voir d'autres trucs, mais dans le jazz manouche, vraiment,
si je leur avais montré mes trucs, ils n'auraient absolument pas compris, quoi. Enfin, c'était pas du tout le... Donc en fait, je disais pas, j'étais juste musicien, je disais jamais que j'étais dessinateur. Même au début, dans le dessin, je parlais assez peu de... C'était comme si j'avais deux vies, et c'était pas mal, en fait. Et c'était la possibilité de vivre différentes énergies. On va passer à la quatrième partie. Du coup, ce que tu fais en ce moment, et puis on te posera la question de ce que tu comptes faire après cette série de dessins, de peintures, qui rejoint un petit peu la logique de Terra Maxima qu'on vient de voir, de grands dessins assez libres, reprenant des formes qu'on connaît chez toi, mais aussi une écriture peut-être parfois plus en courbe, un peu moins à la manière de gravure. Tu travailles là avec la mine de plomb certainement, des critériums même un peu fins. Ce sont de grands formats. Des formats raisins. Et on y voit déployer un univers qu'on a apprécié dans Le Grand Autre. Et puis il y a aussi des choses qui viennent d'Epiphania, avec ces fameuses épiphanianes. On voit ici une sorte de parent de Koji. Oui, on pourrait dire ça. Mais non, je pense qu'il y a vraiment une interrogation sur cette déconnexion, en tout cas ce manque de rapport au vivant, la façon dont tout ça. C'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir répété ça plusieurs fois aujourd'hui, et puis qu'on manque de temps pour parler de ça, mais c'est un sujet important. J'aurais du mal à résumer comme ça. Mais là, en fait, après Epiphania, qui a été quand même un morceau lourd, surtout de conscience, parce que tu as été assez rapide dans l'exécution. Tu en as fait 3 en 3 ans, hein, c'est bien ça. Mais le sujet étant quand même copieux, avec tout ce que tu traversais en plus dans ta vie, tu as eu besoin de revenir à une pratique du dessin plus libérée. Comment est-ce que tu imagines la suite, là ? En fait, je pense que pour moi, c'est important. J'ai déjà une autre histoire. Je ne sais pas si je vais la dessiner comme ça ou si je vais en dessiner une autre. Si j'avais pas eu ce temps-là, et c'est un luxe d'avoir du temps. J'ai du temps parce que j'ai un héritage qui va à l'infini, mais qui me permet d'avoir du temps. Sinon, j'aurais pas eu de temps. J'aurais été comment on fait de temps pour prendre cette pause là de dessin et de peinture, mais aussi une pause de réflexion. Epiphania, ça a été aussi le moment de nouvelles lectures. J'avais jusqu'ici surtout lu la théorie psychanalytique, la philosophie, la sociologie, et puis d'un seul coup, là, il fallait avec Epiphania que je commence à me confronter avec des économistes, mais aussi des gens qui ont déconstruit l'économie contemporaine, et que j'aille assez loin, petit à petit, comme ça, voilà. Puis il y avait des rencontres. Et ces lectures et tout ce travail m'a profondément transformé, et puis voilà, c'est une réflexion assez générale. Et de tout ça est né Epiphania, mais aussi la suite que j'ai écrite, mais si je n'avais pas eu le temps, en fait, je serais déjà en train de dessiner parce qu'on a une pression financière qui est telle qu'on peut survivre avec ce métier que, par rare exception, que si on enchaîne les bouquins, les uns au plus des autres. Et avec ce qui empêche littéralement de laisser mûrir la pensée. Et je pense que ces dessins sont aussi un moment comme ça pour penser autrement ce que j'ai découvert. On peut dire très rapidement comme ça, ce rapport, ce conflit inévitable qui existe entre le vivant et le néolibéralisme. En tout cas, on dit environnement, mais environnement, c'est encore une vision très anthropocentriste. C'est ce qui nous environne. En réalité, on en fait complètement partie et on est absolument dépendant de ce vivant. Donc là, c'est vraiment des images que je fais de manière très impulsive. Alors, du coup, tu retrouves ce rapport au dessin et à la peinture, très très inconsciente. Epiphania, il y avait quand même un scénario, et après il y avait des digressions, beaucoup d'improvisation à l'intérieur d'un scénario qui pour une fois a été écrit. Là, typiquement pour moi, c'est des images qui peuvent vraiment exprimer au jour le jour ce que je ressens, et il n'y a pas je cherche pas à raconter quelque chose. Alors on peut y voir quelque chose de narratif, mais pour moi il n'y a pas du tout d'idée narrative derrière, et c'est important. Et puis il y a quand même un rapport on ne voit pas forcément là comme ça, mais rapport à la texture, à la matière. Ça, ce sont des gouaches, donc une matité relative. Oui, d'une grande matité. La gouache a aussi ce truc. Et puis, alors, on va le voir justement sur un détail là, des transparences, c'est-à-dire que
la couche du dessous est encore un peu visible. La gouache est à la fois un outil très simple et en même temps très complexe. Et on peut utiliser des glacis, c'est assez chiant, enfin, c'est beaucoup moins pratique que de l'huile. Et j'ai pour longtemps travaillé à l'huile ou à l'acrylique. C'est une autre façon de travailler, quoi, mais ouais, ça a une véritable richesse. Et il y a un côté assez frustre aussi, assez simple, que j'aime bien, qui m'intéresse. Peut-être que je reviendrai à l'huile si j'arrive à supporter à nouveau les essences qu'il faut utiliser. Mais je pense que l'huile m'emmènerait aussi vers cette tendance comme ça au détail et puis voilà, à fignoler les choses. Et j'aime bien que la gouache m'empêche ce truc-là. On a fait le tour de ce diaporama. On a largement explosé le chronomètre. C'est pas grave, c'était intéressant. On te remercie beaucoup, Vous êtes très Ludovic, d'avoir été à nos côtés. Merci Manon. Et merci à vous d'être restés jusqu'au bout.